Bonjour à tous, bienvenue donc à cette table ronde au sujet de mesurer l'impact et consolider les modèles des structures sportives. Donc cette table ronde est organisée par le Cosmos, qui est donc la principale organisation patronale de la branche du sport, qui réunit aujourd'hui 12 000 adhérents, donc 12 000 structures sportives employeuses qu'on accompagne au quotidien dans la gestion de leurs salariés et les questions de droit social, mais aussi plus généralement sur des questions par rapport en lien avec tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, donc de mesures d'impact, de consolidation et de développement, étant donné que ce sont des enjeux très importants pour les structures sportives aujourd'hui. Et donc dans cette lignée-là, le Cosmos a publié 2 travaux intéressants qui nous mènent à vous proposer cette table ronde aujourd'hui. Tout d'abord, l'année dernière, une étude sur l'impact social, sociétal et économique du sport avec les autres partenaires sociaux et syndicats de la branche du sport. Et il y a quelques mois, un guide sur la mesure et la valorisation de l'impact économique des structures sportives. Étant donné qu'on sait qu'aujourd'hui, les structures ont un vrai enjeu à faire reconnaître et à faire prendre conscience aussi autour d'elles de l'impact qu'elles peuvent avoir sur un territoire. Et donc pour en parler aujourd'hui, je suis Salomé Bigarré, je travaille en tant que chargée de mission emploi-formation au Cosmos. Et je suis donc accompagnée tout d'abord par Magali Tesna Dumoncel, dirigeante de Atlea Sport Consulting et coprésidente de Alice Mia Foundation, qui est donc une association engagée pour le développement de la pratique sportive féminine et également la reconnaissance de la figure d'Alice Mia, et qui est également élue féminisation au Cosmos, et donc avec qui je travaille depuis plusieurs années pour un plan de féminisation du Cosmos et de toutes les structures sportives. À ses côtés, nous sommes avec Philippe Peters, qui est donc président du club de volley professionnel féminin Les Mariannes 92, qui fait partie du groupe de travail du Cosmos sur les modèles économiques du sport professionnel féminin. Et donc Philippe était très connaisseur de tous ces sujets de développement et de mesures d'impact également. Et enfin, en bout de ligne, Thibaut Desjonquers, cofondateur et dirigeant de Pluricité, qui est donc un cabinet notamment très engagé sur les questions de mesures d'impact et qui a donc réalisé pour nous l'année dernière l'étude sur l'impact social, sociétal et économique du sport, et cette année le guide sur la mesure d'impact et la valorisation des structures sportives. Donc l'idée de ce panel aujourd'hui, ça va être d'échanger sur les questions de l'impact des structures sportives, notamment celle du sport professionnel féminin. Donc on a 2 personnes assez expertes de ce sujet, mais ce sont des enjeux qu'on peut retrouver aussi dans le développement de toutes les structures sportives, et donc d'essayer de faire le lien entre ces enjeux de mesure d'impact et de développement. Donc peut-être, vu que là j'ai beaucoup parlé de mesures d'impact, Thibaut, est-ce que tu pourrais nous expliquer est-ce que c'est aujourd'hui possible de mesurer l'impact d'une structure sportive, et qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'impact ? Alors oui, c'est possible de mesurer l'impact des structures sportives. Désormais, il y a des recettes, des processus, des méthodes qui sont plus ou moins validées, plus ou moins uniformes, plus ou moins, j'allais dire, presque labellisées et reconnues, et qui permettent de sécuriser et de rendre robuste la mesure d'impact, qu'elle soit économique, sociétale, environnementale, des structures sportives. Donc la réponse est oui. Après, il y a des nuances. Tout n'est pas mesurable. Voilà. Donc il est possible de mesurer l'impact économique d'une structure, d'un événement, d'un équipement. On l'a fait, on a démontré comment le faire dans le guide du Cosmos. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mesurables, comme le sentiment d'appartenance, comme le lien social, comme voilà, il y a plein d'impacts du sport qui relèvent beaucoup plus de l'approche qualitative et moins de la monétarisation de l'impact. Dernier point, l'impact, qu'est-ce que c'est ? C'est pas la fréquentation, c'est pas la pratique. L'impact, c'est le changement sur l'individu, sur le territoire, sur les trajectoires. Et donc, c'est une exigence quand on parle de mesures d'impact, c'est à la fois de quantifier, qualifier, mais aussi de parler du long terme. Les impacts, c'est l'effet direct, indirect sur les bénéficiaires de la structure, mais aussi les bénéficiaires indirects de la structure. Voilà, je termine juste en disant mesurer l'impact de sa structure sportive, ça devient non seulement possible, mais indispensable, une nécessité. De plus en plus, les financeurs demandent à ce qu'il y ait une évaluation d'impact des projets pour qualifier leur robustesse et leur intérêt. Effectivement, merci Thibaut. Nous, sur ces questions de reconnaissance de l'impact des structures sportives, c'est des éléments sur lesquels on travaille aussi au Cosmos pour aider les structures, un peu comme le disait Thibaut, à faire reconnaître auprès de leurs financeurs et de leurs partenaires leur contribution à un écosystème. Donc le guide qu'évoquait Thibaut est concentré sur l'impact économique parce que d'un point de vue méthodologique,
C'est le seul qu'on arrive à chiffrer vraiment de manière fiable aujourd'hui. Mais effectivement, ce n'est pas le seul impact. Il y en a d'autres. Il y a l'impact territorial, il y a l'impact social, il y a l'impact sociétal. Donc ce sont des éléments sur lesquels on travaille, nous, à échelle macro, on va dire, pour encourager cette reconnaissance-là et essayer d'engager une culture de la mesure d'impact aussi dans les structures sportives. Donc, je vais me tourner maintenant vers Magali. Effectivement, sur la question de cet impact économique, est-ce que ça rejoint peut-être des réflexions en cours au sein des structures du sport professionnel, et féminin notamment, et est-ce qu'elles pourraient mobiliser les résultats de ces mesures d'impact dans leur fonctionnement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a de gros enjeux. Alors, quand on parle de sport féminin, évidemment, c'est des choses, tu l'as dit, Salomé, qui peuvent s'appliquer finalement à tout type de pratique sportive qui n'a pas une très très forte médiatisation ou un modèle économique hyper robuste. Donc on va retrouver des mêmes types de fonctionnement dans le sport féminin que dans pas mal de sports, même masculins, qui sont des sports qui par exemple n'émergent que tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Il y a aujourd'hui, juste quelques mots sur le sport féminin. Je ne vais pas faire un cours sur le sport féminin, mais si on fait un très très grand résumé, on peut dire qu'il y a énormément de choses positives, qui avancent, de très belles maintenant de très belles audiences sur les grands événements sportifs internationaux, quand ils sont bien diffusés, quand il y a énormément de production, de storytelling autour, et avec peut-être un gap encore avec le sport dans nos ligues, dans nos territoires, et tu pourras bien sûr en parler bien mieux que moi, qui est encore avec des budgets qui sont encore très insuffisants. Je sais pas, le budget moyen d'un club, je me reporte à une infographie qui a été faite par mes camarades de Sportsora sur les ligues professionnelles féminines. Et effectivement, on voit bien qu'on a des budgets. Le budget moyen d'un club de foot sur la saison dernière, c'était 7 millions 4. Basket hand, on est autour de 2 millions et demi. Je crois que dans le volley, c'est 1,5 million. Voilà, on a des présences dans les stades, même si on a les chiffres du foot qui ont fait pratiquement plus de 50% cette saison sur la précédente, mais qui sont encore des chiffres. On est plutôt dans des salles effectivement plus petites. On est à des moyennes de 2000 spectateurs, donc avec des revenus en billetterie qui sont compliqués, une diffusion média qui est peut-être pas optimale. Donc en fait, ce sport féminin, mais comme d'autres, a besoin aussi, je pense, de solidifier sa présence, ses communautés de fans sur les territoires, et en allant justement démontrer l'impact qu'il a tant en termes économiques, donc ce que vient de dire Thibaut, c'est assez facile de le démontrer, et sur tous les aspects intangibles, où là il faut, même si c'est plus compliqué, c'est des choses quand même qu'il faut intégrer pour aller voir aussi les territoires, les communautés de communes, les métropoles, pour montrer en quoi un Basketland, quand vous êtes à Mont-de-Marsan, que vous allez à Basketland, vous voyez bien combien ça contribue à faire vivre cette ville de Mont-de-Marsan, Bourges, voilà. Et nous, juste en deuxième point, effectivement, chez Alice Media Foundation, on a une expérimentation très très concrète là-dessus, puisqu'on cherche aussi à tester aussi des nouveaux modèles économiques pour le sport féminin au niveau du territoire, parce qu'on pense que c'est là que ça va se jouer et que ça doit se développer. Mon travail, c'est sur la métropole lilloise, où on a un club de basket, un club de volley, un club de hand. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Un club de water polo, un club de rugby et un club de hockey sur gazon. Donc on a 6 clubs dans cette métropole lilloise qui sont professionnels ou semi-professionnels, parce que la professionnalisation dans les clubs féminins est très très hétérogène. Et on pense qu'il y a un intérêt à aller mutualiser entre ces différents clubs un certain nombre de choses, dans un objectif,
d'économie de coûts, c'est-à-dire qu'on va, en fait, quand on discute avec les clubs, ils ont les mêmes sujets en termes de santé pour leurs joueuses, en termes de transport, en termes de logement, en termes d'études. Voilà, donc on peut aller en étant ensemble, être un peu plus fort en termes de négociation auprès de bailleurs pour avoir des logements pour les joueuses, auprès de la SNCF sur les budgets de transport, auprès de l'université quand il faut inscrire des joueuses qui arrivent, mais elles sont recrutées parfois quand les inscriptions en université sont passées. Bon, enfin voilà. Et puis, deuxième objectif, c'est aussi d'aller créer de la valeur. C'est-à-dire que si effectivement on vient avec non pas avec des petites communautés disparates, mais avec une communauté commune qu'on va faire croître d'ailleurs, parce qu'il y a des croisements à faire pour lui donner plus d'ampleur, on va pouvoir attirer plus d'investisseurs, plus de partenaires, et puis être un vrai asset pour le territoire. Voilà, donc ces réflexions de mutualisation aussi, elles sont assez intéressantes et c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir mesurer l'impact d'une telle mutualisation et au-delà de l'impact économique aussi en termes d'impact territorial, quelle est donc la plus-value de l'existence d'un tel club sur un territoire. Et donc il y a souvent des comparaisons entre sport professionnel féminin et sport professionnel masculin, à tort ou à raison. Et donc peut-être la question qu'on peut se poser en voyant le club de sport professionnel féminin, c'est est-ce que la notion d'impact territorial, ça peut être un avantage comparatif, ou en tout cas un élément de valorisation par rapport au club de sport professionnel masculin. Donc je me tourne vers Philippe pour cette question. Bonjour à toutes et tous. Alors, je précise que ces questions d'économie et d'impact me touchent beaucoup. Non seulement je suis président d'un club féminin de volleyball, mais aussi j'ai une trentaine d'années d'expérience dans la direction d'entreprise et le conseil où j'ai traité ces sujets-là. Je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses, visiblement, mais c'est passionnant. Alors, pour répondre à la question, oui, l'impact territorial est critique, est mesurable et différenciant par rapport au sport masculin. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, je fais un préambule en disant, parce que je vais parler un tout petit peu du volleyball et du volleyball féminin. Vous ne le saviez pas peut-être, j'en profite pour faire ma promo. Le volleyball féminin est le sport d'équipe au féminin le plus pratiqué dans le monde. Alors, hommes et femmes ensemble, il y a 1 milliard de pratiquants réguliers, dont 70% de femmes. Si on va dans les grands marchés comme les États-Unis, la Chine, l'Italie en Europe, c'est aux États-Unis 78% de pratiquants femmes. Donc c'est un sport énorme. Et puis il y a certains marchés où l'impact à la fois territorial et national et médiatique est avéré. Et donc il y a beaucoup d'argent. Et donc pour moi, le volleyball féminin, c'est la belle endormie, quoi. Il y a tout pour que ça réussisse, mais ça ne réussit pas encore suffisamment en France. Alors oui, on est très territoriaux, on est très locaux. Et de ce fait, on est assez fortement soutenu par les collectivités, donc par l'argent public, ce que je regrette. J'aimerais qu'il y ait plus d'argent privé, qu'il y ait plus de revenus commerciaux, plus de droits TV, et on n'a pas de droits TV. Donc on travaille comme ça. Alors quand on regarde l'impact territorial, il y a 2-3 éléments. Un élément qu'a évoqué Thibaut, c'est que par notre action, on incite des jeunes garçons et des jeunes filles à se mettre au sport ou à se remettre au sport. Et donc, comme le disait mon voisin, 1 euro investi dans cette action, ça économise 3, 4, 5, 6, 7 euros selon les calculs à la collectivité. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ajouterais aussi, et j'ai rencontré un collègue d'EY tout à l'heure, on avait fait il n'y a pas très longtemps une étude. Alors il y avait 2 études qui ont été faites. La première étude, c'est de dire que malheureusement, beaucoup de gens l'ont fait, je crois que vous l'avez fait aussi, c'est que dans la classe d'âge 15 ans à 18 ans, 50% des jeunes filles arrêtent le sport. Et quand elles arrêtent le sport, écoute, elles se privent de quelque chose qui va les rendre plus fortes et leur faire réussir dans la vie. Et donc la deuxième étude le corrobore, parce qu'on avait fait ces études en Europe et aux États-Unis, et on avait remarqué que 93% des femmes qui sont chefs d'entreprise ou cadres supérieurs ont fait du sport de haut niveau. Donc c'est pas la recette pour réussir, il faut aussi faire des études et plein d'autres choses, mais ça forge un caractère, ça forge un leadership qui est important. Donc amener les jeunes au sport, et on y contribue territorialement, c'est important, c'est reconnu et c'est mesuré par les collectivités. Il y a un autre impact, alors même s'il est plus difficile à mesurer, c'est ce que les grands clubs ont, c'est les eyeballs monétisables grâce aux médias.
On commence à en avoir. Cette année, nous, on a à peu près 1 million d'audience TV quand même. On va vers 20 millions d'impressions sur les réseaux sociaux. Donc on commence à avoir de l'impact mesurable. Et ce qui a été mesuré, c'est que le public moyen de sport féminin est plus intéressant, plus valorisant ou valorisable que le public de sport masculin. Je m'explique. Nous, on joue dans les alors déjà, on joue dans les Hauts-de-Seine. Je m'en excuse, mais c'est en moyenne un public familial CSP+, qui le basket moyen, c'est 2 à 3 fois plus que, par exemple, le basket justement à Saint-Denis ou à Saint-Ouen. J'ai rien contre ça, mais c'est un fait. La deuxième chose, c'est ça a été mesuré lorsqu'une athlète femme parle au public d'une marque, d'une entreprise, elle est 2 à 3 fois plus crédible qu'un athlète homme. Alors c'est pourquoi, vous vous demanderez pourquoi, mais c'est une réalité. Et donc, ça me paraît évident. Mais... Ça paraît évident. Et donc, nous, on a nos collègues, je donne un autre exemple, aux États-Unis, qui ont lancé une ligue. C'est un ancien collègue à moi de chez Bain, League One Volleyball. Ils disent prononcer love, prononcer amour. Ils ont fait toutes ces études et ils s'aperçoivent que, justement, une salle de 5000 publics pour du volley féminin aux États-Unis vaut autant qu'une salle de 20 ou 30 000 de football. C'est en termes de monétisation. Donc ça, c'est intéressant et vous dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Et puis après, impact territorial, nous, on dépend aussi beaucoup de PME de la région. Et pourquoi ça les intéresse de venir chez nous? Ça les intéresse de venir chez nous parce qu'elles ont une proximité avec les collectivités, c'est quand même une évidence, donc il peut y avoir intérêt. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'en étant associé à un sport féminin où on fait aussi de la mixité, nous on fait beaucoup de tournois entreprises où les collaborateurs viennent en équipe mixte et ça fait de la cohésion et ça ne peut pas se faire ailleurs. Donc il y a beaucoup de chemins pour créer de l'impact. C'est de l'impact pour Retour au sport, c'est de l'impact du highball, même s'il est peu nombreux, il est beaucoup plus valorisé ou valorisable que chez les garçons, et puis un petit peu ces actions sociétales que les entreprises aiment bien dans la mixité et dans le sport féminin. Merci beaucoup Philippe. Et donc vous avez dit que malheureusement l'impact territorial est important dans le sport féminin mais n'est pas encore suffisant. Donc est-ce qu'il y aurait d'autres leviers, soit de consolidation, soit de développement des structures sportives professionnelles féminines que vous auriez identifiées? Il y en a beaucoup. Alors on sort la shopping list, c'est un peu toujours la même. Je crois que je vais commencer par un frein sociétal culturel. Parce que moi, en France, je visite des collectivités, des dirigeants d'entreprises, des dirigeants qui sont des amis à moi. Je leur explique l'histoire du sport féminin et du volley. Ils disent « Philippe, c'est formidable ce que tu fais. By the way, je le fais uniquement par passion parce que ma femme et mes filles font du volley. Donc j'y suis allé et en tombant dans la marmite, je suis devenu convaincu, quoi. Mais c'est difficile de convaincre les autres. Lorsque je parle à des dirigeants, ils disent « C'est formidable ce que tu fais, mais on a des contraintes budgétaires. C'est formidable ce que tu fais, mais on a déjà une loge au PSG à 500 000 € l'année. » Et je leur dis, et donc il y a ce blocage qui est essentiellement culturel. Et donc ça, je pense qu'il faut déverrouiller ça. Et je le dis d'autant plus que dans les quelques pays concurrents que j'ai dans le volley en Europe, je parle de l'Italie, de la Pologne, de la Turquie, c'est pas forcément les pays les plus ouverts à l'égalité femmes-hommes. Mais voilà, il y a eu des gens qui ont déverrouillé des choses et qui donnent maintenant, si vous allez en Italie, les entreprises donnent plus au volley féminin qu'au masculin. En Pologne, c'est la même chose. En Turquie, beaucoup plus au volley féminin. Donc ça s'est déverrouillé et ils ont vu au fil de l'expérience la valeur de tout ça. Alors il y a d'autres leviers. Il y a un levier d'infrastructure. Surtout en région parisienne, on souffre d'un manque d'infrastructure et souvent il y a des arbitrages à faire. On le donne plus à une équipe garçon qu'à une équipe fille, souvent. C'est peut-être inconscient, mais c'est une réalité. Donc il faut qu'on ait plus accès à l'infrastructure. Il y a un levier de capital, de financement, parce qu'on observe dans nos sports, dans les sports intermédiaires, que tu as mentionné aussi, Magali, que souvent c'est associatif ou semi-associatif, on doit équilibrer les comptes. Quand il y a un trou de 50 000 €, c'est la catastrophe. Alors qu'il faut financer les clubs. Moi j'ai une société anonyme, on a des fonds propres de 300 000. Bon, s'il y a un accident, on continue. Il faut faire appel au capital. Je note qu'aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, il y a deux zones d'investissement intéressantes. L'intelligence artificielle, avec la bulle qu'on est en train de connaître, et le sport au féminin. Donc j'ai de plus en plus de coups de fil d'investisseurs et de family office anglo-saxons qui disent « ça m'intéresse d'investir dans le sport féminin ». Donc je pense qu'il faut qu'on s'ouvre un petit peu à cette possibilité
pour financer des projets de croissance. Il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est 2-3 idées que j'avais en tête. Mais effectivement, l'ouverture notamment au financement privé, c'est un gros enjeu qu'on trouve dans le sport pro féminin et dans d'autres structures, un peu comme ce que disait Magali, où il y a des enjeux de développement et de structuration qui parfois sont spécifiques à de la pratique féminine et parfois peuvent concerner certaines disciplines, parfois un peu méconnues et qui rencontrent les mêmes freins. Je sais pas, Magali, tu m'avais dit que tu avais peut-être un petit exemple aussi dans la recherche de fonds privés, dans ces réflexions-là de nouveaux modèles. Oui, je voulais vous partager en fait quelque chose dont on est très très fier chez Alice Mia Foundation, puisqu'on a signé un partenariat avec une équipe cycliste tout récemment qui s'appelle Ma Petite Entreprise et qui a un modèle économique qui est assez particulier. Vous savez, dans le cyclisme, en fait, voilà, sur des équipes, on est alors chez les hommes, on est plutôt à des budgets. Pour être compétitif, je crois, il faut être aux alentours de 50 millions par an. Bon, chez les femmes, sont des budgets inférieurs, mais souvent les équipes dépendent de deux grandes marques. Maintenant, il y a souvent des co-sponsors ou de plus en plus d'États qui soutiennent des équipes. Là, il s'agit d'un modèle très différent. Justement, cette équipe ne voulait pas être dépendante d'un ou deux grands sponsors, et donc elle s'appelle donc Ma Petite Entreprise. Aujourd'hui, le ticket d'entrée pour être partenaire commence à 750 €. Et aujourd'hui, il y a 500 TPE, PME qui sont partenaires de Ma Petite Entreprise. L'objectif est de doubler, d'arriver à 1000 en fin d'année. Il y a une place quand même avec une forte visibilité qui est réservée pour un partenaire majeur, mais qui ne doit pas dépasser les 20% de l'ensemble du budget. Et au-delà, donc c'est une équipe qui est invitée au Tour de France. Une de ces coureuses a gagné le contre-la-montre au championnat du France le week-end dernier. Donc c'est Vincent Lavenu qui est le directeur sportif. Enfin, voilà, et elle est aussi très ancrée territorialement dans la région Rhône-Alpes, même si sur les 500 entreprises partenaires, il y en a dans d'autres régions françaises, mais c'est très, très ancré sur le territoire. Et au-delà en fait du rôle sportif de cette équipe, c'est toute la structuration qui est autour, parce que c'est souvent le problème du sport féminin, comme d'autres sports plus mineurs, c'est qu'en fait on fait passer en priorité le sportif et on néglige toutes les ressources qui permettent, tant humaines que financières, de structurer la communication, etc., les RH, voilà, du projet, au-delà du projet sportif. Et là, au-delà du projet sportif, il y a une vraie préoccupation pour les coureuses, une volonté de reconversion, d'accompagner à la reconversion ces athlètes qui sont déjà pas mal en contact avec les 500 entreprises partenaires. Et voilà. Et de fait, c'est la réalité du sponsoring, parce qu'aujourd'hui, on avait fait une étude il y a quelques années. 90% des contrats de sponsoring, c'est des TPE, PME. Alors, on a 1% des contrats de sponsoring qui sont au-delà du million. C'est ceux-là qu'on voit, les grandes marques. Mais la réalité du sponsoring, ce sont des toutes petites entreprises ou des PME locales et qui viennent du territoire. C'est pour ça que démontrer l'impact territorial, c'est hyper important pour aller capter en fait ces partenaires qui sont des TPE, des PME, qui sont bien dans les régions et qui vont avoir un vrai intérêt à être partenaires d'une équipe ou d'une structure sportive qui est très ancrée dans le territoire. Je voulais ajouter à ça, et je ne fais pas de publicité pour mes concurrents, mais c'est vrai que dans le volley, on a beaucoup de villes de taille moyenne et ces clubs qui réussissent ont développé un maillage avec une grande famille de TPE, PME qui ensuite deviennent une espèce de magnet. Il faut y aller absolument. Alors l'exemple flagrant, c'est le rugby, c'est La Rochelle, où il y a des centaines de partenaires, un peu plus gros, mais dans mon sport à Mulhouse, ils ont 140, 150 petits partenaires en moyenne de 7 000 € à peu près. Alors c'est peut-être 750. Et c'est devenu inévitable, quoi. Et il y a d'autres exemples. À Nantes, ils font la même chose. Donc c'est sans doute un des chemins. Un des chemins, et qui te rend moins dépendant d'un gros partenaire qui, le jour où il te lâche, ça peut provoquer des accidents sérieux. Ouais.
Et donc effectivement ça c'est des nouveaux modèles on va dire, en tout cas des réflexions en cours pour transformer un peu des modèles soit qui ne fonctionnent plus, soit qui n'arrivent pas à se pérenniser. Et donc là comme on le voit la question de la mesure d'impact ne se limite pas à une simple mesure d'impact on va dire, ça engage très vite des réflexions sur la structuration, sur ce que la structure veut valoriser ou pas. Donc là je me tourne vers Thibaut peut-être pour essayer de nous dire si en fait à quel point l'impact économique et cette mesure d'impact on peut la lier à des réflexions sur la structuration, sur le modèle économique, étant donné que c'est aussi la grande préoccupation d'un grand nombre de structures. Alors, d'abord, il faut dire que la réflexion sur le modèle économique d'une structure sportive, c'est très différent, très distinct de la réflexion sur l'impact économique. On ne parle pas des mêmes choses, même s'il y a des choses qu'on retrouve dans les deux exercices. Même si c'est distinct, d'un côté vous avez le modèle économique, les recettes, les dépenses, les subventions, les fonds propres, etc. Tout le monde connaît par cœur. De l'autre côté, vous avez l'impact économique avec deux entrées possibles. Une entrée sur quel est le coût évité de la subvention et le deuxième, c'est quel est l'impact économique territorial au sens richesse nette créée par la structure sportive. Pour répondre à ta question, Salomé, on a accompagné pendant la rédaction du guide 6 structures pour rédiger, pour analyser non pas leur modèle économique, mais leur impact économique net créé sur le territoire. On les a accompagnés jusqu'au bout, y compris jusqu'au dialogue avec les financeurs, y compris jusqu'au dialogue interne avec les administrateurs, c'était des associations sportives. Et on a remarqué 2 choses. 1, que quand vous faites une mesure d'impact économique, et si possible sociétale, on y reviendra, eh bien, dans votre dialogue avec les financeurs, vous apportez quelque chose de nouveau, vous apportez un œil neuf. C'est un peu le pas de côté qui est complémentaire du bilan, qui est complémentaire de l'exposition de son modèle économique et qui permet de dire quelle est la valeur ajoutée créée sur le territoire, à la fois monétariser l'impact économique net en prenant en compte les externalités, les dépenses externes, les recettes qui retombent sur le territoire, etc. Tout est normé, tout est écrit dans le guide. Deuxième chose, en interne, et c'est la question que tu me posais, la réflexion qui est permise à travers la mesure d'impact économique, alors parfois elle trouble un peu en interne. Dans un conseil d'administration, moi je suis handball, on a fait une mesure d'impact économique. Les administrateurs au départ ils disaient, bon alors tu viens de nous démontrer que 1 euro de subvention reçue par le club, ça génère 5,50 € de retombées économiques nettes sur le territoire. On en fait quoi? Et en quoi ça veut dire qu'on est bon, on a un bon modèle économique? Je leur ai dit, on peut avoir un modèle économique extraordinaire et un impact économique négatif, comme on peut avoir un impact économique magnifique et un modèle économique complètement de traviole. Voilà, c'est ce qui est assez contradictoire. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est pour avoir accompagné ces structures, et là c'est la grande nouveauté du guide du Cosmos, c'est qu'on est en train de démocratiser la mesure d'impact économique au niveau des petites structures. C'est des structures qui faisaient moins de 100 000 € de budget, qui ont fait leur mesure d'impact économique et qui ont vu une vraie valeur ajoutée dans leur dialogue avec les financeurs, à la fois privés et publics, qui s'inquiétaient ou qui se questionnaient sur, mais finalement, qu'est-ce qui retombe vraiment de nos 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € de subventions sur le territoire. Et en interne, eh bien, la réflexion qui a pu être permise par cette approche de l'impact économique, c'est de dire alors comment on améliore notre impact économique en agissant sur les recettes, en faisant en sorte que les recettes augmentent, en diversifiant notre activité, en faisant en sorte que les recettes viennent de l'extraterritorial, le fameux argent neuf sur le territoire, et en travaillant sur la manière dont on dépense localement sur le territoire. Et donc, on a réfléchi avec ces clubs-là sur la manière d'augmenter à la fois la vitalité économique des structures sportives et d'accentuer son impact territorial. C'est très bien. Ça résonne bien, parce que c'est vrai que dans beaucoup de nos dialogues avec que ce soit des collectivités ou des entreprises sur notre financement et sur le pourquoi nous accompagner, lorsqu'on parle du fait qu'on est double championne de France, qu'on fait la Ligue des Champions, qu'on a tant et tant de spectateurs, les gens disent ouais c'est sympa, mais et par contre c'est des petites choses que j'ai évoquées tout à l'heure, hein. On fait des stages qu'on appelle Paris Sport Vacances avec la ville de Paris, Vacances Sport dans les Hauts-de-Seine, où on fait venir une quarantaine de jeunes filles pour les remettre dans le sport. Et ça les marque beaucoup plus que les milliers de spectateurs qu'on a eus.
ou bien lorsque on travaille avec des associations pour du retour à l'emploi grâce au sport. Hein. Des gens qui sont en chômage long, et ça, les municipalités ou France Travail disent c'est génial ce que vous faites. Alors, de notre point de vue, nous, c'est plutôt le trophée, la coupe et le nombre de spectateurs en salle qui importent, mais ces choses-là sont beaucoup plus impactantes pour eux et donc enrichissent le dialogue qui nous permet à terme de trouver des financements. Donc ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. C'est tout à fait en fait la réflexion que le Cosmos a menée dans le cadre de ce guide, en se disant qu'effectivement une mesure d'impact en tant que telle, bon, c'était intéressant comme le disait Thibaut, mais pas voilà, mais que c'était en revanche une démarche assez nouvelle qui pouvait permettre aux clubs de regarder aussi comment ils fonctionnent, quelle est leur valeur ajoutée, et que en fait toutes ces questions-là, ça va irriguer des réflexions sur les enjeux de structuration, de développement et tout ce dont on a pu parler aujourd'hui, avec une volonté d'ancrage local et aussi de reconnaissance des impacts du sport, sur lesquels nous on travaille beaucoup en tant que Cosmos, et qu'on aimerait réussir à démocratiser dans toutes les structures sportives, parce que ce sont des besoins qu'on identifie dans toutes les structures sportives. On arrive à la fin, donc peut-être, je ne sais pas si vous avez chacun un petit mot de conclusion sur les perspectives et sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Après, moi, de façon très concrète, peut-être que tu dois préciser là où on peut trouver le guide et comment une structure sportive peut concrètement mettre en place ces études. Je pense qu'on vous a démontré que c'était absolument aujourd'hui indispensable de pouvoir démontrer l'impact économique, en plus de tout l'intangible dont tu viens de parler. Mais parce que je crois que ça se fait assez facilement à des coûts qui sont, je trouve, assez abordables. Effectivement, le guide est disponible donc, sur le site du Cosmos, et on réfléchit à aller plus loin parce que le guide est parfois un peu dense pour des petites structures. Donc on est en train d'essayer de construire des éléments d'accompagnement un petit peu plus pratiques pour tous nos adhérents, parce que notre objectif premier, c'est vraiment de démocratiser la mesure d'impact. Et parfois, un guide à lire et à appliquer, c'est un peu dur de se l'approprier. Donc on va chercher d'ici la rentrée sportive à aller un peu plus loin, effectivement. Et typiquement, c'est des échanges qu'on a déjà eu aussi avec Magali sur par exemple la création d'un club de sport professionnel féminin sur un territoire, comment on peut anticiper et réfléchir à un impact en amont. Merci Magali de m'avoir rappelé de donner tous ces éléments. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, un petit mot. L'impact, ça commence par un déclic personnel, et dans le volley, c'est comme ça. Donc au mois d'août, il y a les championnats d'Europe féminin, masculin de volley. Si vous vous ennuyez, vous regardez sur la chaîne L'équipe, il y aura des matchs. Et normalement, ça devrait vous donner envie. Et si vous voulez vous en rendre compte d'un peu plus près, nous on joue la plupart de nos matchs au Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois, parfois au Clichy Hall à Clichy et parfois à Coubertin dans Paris. Donc on est assez nomade, mais venez à un de nos matchs, et normalement les gens qui le voient une première fois, on se déclic et ensuite le reste suit. Lisez le guide. Alors, lisez le guide. Et un petit conseil, la monétarisation de l'impact, c'est un point. Et puis, voilà, lisez le guide. Non, je crois que on m'avait coupé la chic. La mesure d'impact économique devient hyper puissante quand elle est accompagnée d'une appréciation de l'impact sociétal, parce que sinon le chiffre il veut rien, enfin, il est soumis à toutes les interprétations. Accompagné de la puissance d'une intervention sur la féminisation, sur l'émancipation, sur la citoyenneté, eh bien ça prend encore plus de sens dans le avec vos financeurs notamment. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence, et merci à nos intervenants et intervenantes.